que nous présente aujourd'hui Michel Pastoureau. Alors, faut-il encore présenter Michel Pastoureau au rendez-vous de l'histoire de Blois? Peut-être pas vraiment, mais quand même un peu. Michel Pastoureau, archiviste paléographe de formation, vous avez été directeur à l'école pratique des hautes études, à l'EPHE, et très vite, vous vous êtes spécialisé dans l'histoire des systèmes symboliques. Et on vous doit de très nombreuses publications, je rassure tout le monde, je n'en ferai pas la liste, de très nombreuses publications, mais je vais indiquer un petit peu les grands domaines, sur l'héraldique, le bestiaire médiéval, les animaux, ours, cochons, loups, corbeaux, taureaux, baleines, pour citer les derniers. Toujours dans une approche d'histoire culturelle, vous avez écrit également une histoire symbolique du Moyen-Âge. Et depuis la fin des années 1980, vous vous intéressez tout particulièrement à l'histoire des couleurs. Et vous nous enchantez toujours avec ce que vous nous apprenez sur ces différentes couleurs, le bleu, le noir, le vert, le rouge, le jaune, le blanc. Et enfin aujourd'hui, cette année, le rose, couleur féminine, girly, je dirais, par excellence. Mais peut-être allez-vous nous dire qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Merci, c'est à vous. Merci pour cette introduction. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, je vais vous parler du rose, qui correspond à la parution de mon livre récent, Rose, Histoire d'une couleur, qui est le 7e volume de cette série monographique consacrée à l'histoire culturelle et sociale des couleurs en Europe. Comme on vous l'a dit, il y a 6 volumes qui sont déjà parus. C'est le 7e. Les 6 premiers étaient consacrés à ce que j'appelle les couleurs de base, blanc, rouge, noir, vert, jaune, bleu. Et avec le rose, j'entame la série des couleurs, ce que j'appelle du 2e groupe, pour éviter toute connotation. Si je dis demi-couleur, déjà ça semble un peu inférieur. Pour la science, ces couleurs du 2e groupe, en général, ne sont pas toutes considérées comme des vraies couleurs. Le violet, oui, l'orangé, oui, mais le rose, non, parce que le rose n'a pas sa place dans le spectre. Il y a, en matière de couleurs, je l'ai souvent souligné, je vais le redire aujourd'hui, un immense divorce entre les théories scientifiques, spécialement celles de la physique, et puis les pratiques sociales de la couleur. Il est évident que pour les pratiques sociales, en tout cas aujourd'hui, le rose est une couleur à part entière, de même que le gris ou le noir et le blanc, que parfois la science ne considère pas comme des couleurs. Pour l'historien, pour les sciences humaines en général, c'est absurde. Une autre difficulté vient plutôt de la presse et du grand public qui a tendance à confondre couleurs et nuances. Or, il faut bien faire la distinction, surtout quand on est historien et qu'on retrace l'histoire des couleurs à telle ou telle époque. Les couleurs sont des catégories presque abstraites. Elles n'ont pas besoin qu'on les montre pour en parler. Je vais vous parler du rose, je vais rien montrer. J'aurais pu faire des projections, mais je me suis dit que ça allait être compliqué dans cette salle en même pas 1 heure de temps. Donc je vais vous parler du rose sans rien vous montrer, et ça ne va absolument pas vous gêner. En revanche, si je vous parlais d'une nuance, du vert administratif ou du bleu ou du rouge Bismarck, ou même du bleu des mers du Sud, et que je ne montre rien, ça vous gênerait, parce que ça ne représente pas la même chose pour chacun d'entre nous. Donc quand on parle des nuances, il faut montrer. Quand on parle des couleurs, ça n'est pas la peine. Je parle souvent à la radio du rouge, du bleu, du vert, du jaune. Je ne montre rien aux auditeurs, bien sûr. Ça ne les gêne pas du tout. Ça, c'est une grande différence entre couleurs et nuances. En outre, les nuances, même le bleu ciel ou le rouge brique ou le vert olive, non seulement ça ne représente pas la même chose pour chacun d'entre nous, mais ça varie selon l'éclairage, selon le support,
selon l'heure de la journée, selon l'humeur du moment de celui qui regarde, etc. Donc, il faut bien se mettre en tête cette différence entre nuances et couleurs, parce que les médias ont tendance à tout confondre. On vous dit cet été la couleur à la mode sera le vert émeraude. Le vert émeraude, c'est pas une couleur, c'est une déclinaison du vert en une nuance qui ne représente pas du tout la même chose pour les uns et les autres. Hein. Vert émeraude, nous avons tous une idée du vert émeraude et ça n'est pas la même. Donc moi, je vous parle aujourd'hui du rose en Europe parce que mon livre, comme les précédents et toutes mes recherches, se limitent à l'Europe et même peut-être à l'Europe occidentale parce que les problèmes que je vais évoquer, que j'évoque quand je parle des couleurs, sont des problèmes de société. Et l'historien que je suis ne peut pas connaître toutes les sociétés de la planète. Et comme je n'ai pas vocation à compiler les travaux des autres, je me limite à ce qui fait l'objet de mes recherches depuis plus de 50 ans, de mon enseignement aussi, c'est-à-dire les sociétés européennes prises dans la longue durée, depuis des époques anciennes, parfois très anciennes, jusqu'à aujourd'hui. Le rose n'échappe pas à cette règle, il concerne les sociétés européennes dans la longue durée, depuis, sinon le paléolithique, en tout cas l'Antiquité grecque. Et comme les livres précédents, il respecte un certain équilibre entre les quatre grandes catégories chronologiques, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Beaucoup de livres qui prétendent parler des couleurs, de leur histoire, de leur symbolique, se limitent en général à l'époque contemporaine. C'est absurde. Enfin, c'est absurde. C'est un choix. Mais ce n'est pas le mien. Moi, je suis historien, j'écris des livres d'histoire et je ne veux pas privilégier une époque plutôt qu'une autre. Donc, dans mon livre rose, comme dans les précédents, l'époque contemporaine a sa place, mais elle n'écrase pas tout, comme c'est l'usage en général chez d'autres auteurs. Voilà. Pardonnez-moi de parler dans cette tenue, mais il fait tellement chaud que j'ai tout enlevé. Alors, partons à la recherche des premières traces du rose en Europe, du côté des pigments, des colorants, du côté du lexique aussi. Comme j'ai dit pendant plus de 40 ans à mes étudiants que quand on commençait à travailler sur un sujet, il fallait commencer par l'histoire des mots. Je commence par l'histoire des mots, ça ouvre pas mal de portes, sauf que pour trouver le rose dans des textes grecs ou latins de l'Antiquité, il faut chercher attentivement. Il n'y a pas de terme qui désigne la couleur rose, ni en grec ancien, ni en latin classique, alors que cette couleur existe dans la nature, qu'elle est admirée même, et des Grecs et des Romains, mais on a beaucoup de mal à la nommer. Moi, je suis latiniste, je travaille surtout sur le latin. En latin classique, il y a deux mots qui pourraient aider à cerner le rose dans les textes. L'un est pallidus, pâle au sens propre, alors ça peut être beaucoup de couleurs. En général, c'est jaune pâle, parfois par contexte, on comprend qu'il s'agit plutôt de rose pâle. Et en effet, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, et encore parfois au XVIe siècle, le rose est plus assimilé à un jaune particulier qu'à un rouge particulier. Et quand on classe les couleurs, on le fait pas mal, fin du Moyen-Âge, début de l'époque moderne, le rose est toujours assimilé à un jaune et pas un rouge comme nous. Hein. Donc ça peut nous faire sourire ou nous intriguer. Ce sont des conventions. Hein. Tout ce qui concerne les couleurs, c'est du culturel, ça n'a rien de naturel. Hein. Et donc nos classements d'aujourd'hui feront peut-être rire aux larmes nos successeurs dans 3 ou 4 siècles. Hein. Ce ne sont pas des vérités. Le spectre, ça n'est pas une vérité, c'est un classement des couleurs parmi d'autres classements des couleurs. Il n'y a aucune raison de lui donner la priorité absolue. Donc si on part à la recherche du rose dans les textes latins, en grec on ne va pas trouver grand-chose. En latin on va trouver pallidus pour les roses un peu clairs et incarnatus, couleur chair,
pour les roses plus saturées, voire plus foncées. Mais ces deux mots ont des tas d'autres sens, donc il faut bien cerner le contexte, naturellement. Il y a bien un adjectif latin roseus, mais c'est un faux ami qui entraîne vers des faux sens. Ça veut dire rouge vif. Hein. Si ceux d'entre vous qui font des versions latines, je ne sais pas s'il y en a, mais si vous tombez sur roseus, ne traduisez pas par rose. Non, ça veut dire vermeil. C'est la meilleure traduction, vermeil. Rouge vif, beau rouge. Du côté des pigments, il faut attendre longtemps, à la fois pour voir des tons roses ou rosés, dans l'iconographie et pour le cerner dans les analyses que l'on fait en laboratoire et étudier la composition de ces tons roses que l'on peut voir à partir du IVe siècle. Au Paléolithique, on ne trouve rien. Il y a bien, évidemment, sur les murs des grottes, quelquefois, des rouges ou des orangés qui ont changé de coloration au fil du temps, mais ils n'étaient pas roses à l'origine, ou rosés, disons. Ce sont des pigments qui ont évolué. Il faut accepter l'idée que dans la peinture pariétale du Paléolithique, nous ne voyons pas les couleurs telles qu'elles étaient à l'origine, bien sûr, mais telles que le temps les a transformées. Et c'est vrai des tas d'autres supports de la couleur jusqu'à des dates assez récentes. Il ne faut pas croire que ce que l'on voit correspond à ce qui était là au début, bien sûr. En plus, souvent, nous le voyons en photographie, c'est-à-dire une trahison supplémentaire. D'où la complexité, pour l'historien, qui se penche sur l'histoire des couleurs. Complexité lexicale, complexité iconographique, pigmentaire, tinctoriale. Je vais y revenir. Donc, pour voir des traces de rose et étudier les premiers pigments roses, il faut attendre le IVe siècle avant notre ère, avec de la peinture grecque, la peinture macédonienne même, nous sommes au nord de la Grèce, peinture funéraire bien sûr, comme toujours, des tombes, celle de Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre, et de plusieurs membres de sa famille, pas Alexandre lui-même, mais la mère de Philippe II, et puis d'autres personnages, et ce sont des tombes extrêmement riches et qui ont un décor peint qui s'est beaucoup abîmé, mais on voit encore un peu de rose. On a pu analyser en laboratoire ces roses et on s'est aperçu que, pour faire simple, c'est un peu un mélange de jaune, de blanc et de rouge. On est dans cette gamme. Ça pourrait donner un orangé un peu clair, ça donne plutôt des tons rosés pour l'œil d'aujourd'hui. Le problème, est-ce que c'était la même chose pour les hommes et les femmes du IVe siècle? Nous n'en sommes pas sûrs. C'est toujours un problème. À Pompéi, par exemple, aujourd'hui, on voit quelques traces de rose. On n'est pas sûr que ces roses étaient déjà là à l'origine. On voit énormément de rouge à Pompéi, au point qu'on a parlé de rouge pompéien dès l'époque napoléonienne. Il n'est pas sûr non plus que tous ces rouges étaient là avant l'éruption du Vésuve en 79 de notre ère. Il est probable que sous la chaleur de l'éruption, certains tons, certains pigments se sont transformés, et notamment que les ocres jaunes sont devenus des ocres rouges, d'où cette abondance de rouge sur les murs des villas pompéiennes, à Pompéi même et dans les autres cités vésuviennes. Donc prudence, prudence, mais il y avait sans doute un peu de rose, notamment pour représenter la chair humaine, les carnations, et c'est spécialement celle des femmes. L'usage dans la peinture antique, en Grèce, à Rome, en Égypte déjà antérieurement, nous sommes hors d'Europe, l'usage est de faire la peau des dames plus claire que celle des messieurs, si je puis dire. Et en général, on est dans une gamme entre blanc et rose pour les peaux féminines, plus ou moins claires, plutôt foncées en Égypte, plus claires plus au nord. Donc on a quand même des traces de rose ou de couleurs apparentées au rose qui étaient déjà là
dans l'Antiquité, aussi bien en Grèce qu'à Rome, presque toujours pour représenter la peau ou la nudité. À Pompéi, la nudité est omniprésente, mais il n'y a pas qu'à Pompéi, dans d'autres villas romaines, soit dans les faubourgs de Rome même, soit des riches villas dans les provinces, nous montrent beaucoup de scènes de nus qui ne sont pas nécessairement érotiques, qui peuvent être plus souvent mythologiques, à un titre ou à un autre, avec des déesses à moitié dénudées, des héroïnes. Donc on a une surabondance de ces tons chers, disons. En revanche, quand on classe les couleurs, quand on énumère une liste de couleurs au Bas Empire ou pendant le Haut Moyen-Âge, jamais on ne parle du rose. Dans ce qu'on peut appeler les systèmes de la couleur, il n'y a pas de place pour le rose. Et ça va durer longtemps. Dans les premiers classements de couleurs un peu importants, ou les premiers nuanciers que le Moyen-Âge nous a laissés, jamais de rose, à un titre ou à un autre. L'arc-en-ciel, par exemple. L'arc-en-ciel, c'est un système de la couleur. Les arcs-en-ciel anciens n'ont aucun rapport avec notre arc-en-ciel à nous. Nous avons des milliers de représentations et de descriptions d'arc-en-ciel grec, romain, du Haut Moyen-Âge, avec des couleurs variées. Mais d'une part, ces couleurs forment des séquences tout à fait différentes de notre arc-en-ciel, qui met du temps à se constituer, fin XVIIe, début XVIIIe siècle. Et puis, même s'il y a des tonalités assez variées, il n'y a jamais de rose dans les arcs-en-ciel antiques, médiévaux, renaissants et même modernes. La liturgie, un autre système où la couleur tient une place importante. Les couleurs liturgiques mettent un certain temps avant de se constituer et de former système. Pendant longtemps, les usages varient d'un diocèse à l'autre. Il faut attendre le XIIIe siècle pour qu'il y ait les premières tentatives d'unification à l'échelle de la chrétienté romaine. Mais quels que soient les systèmes adoptés, il n'y a pas de place pour le rose, et surtout pas dans le système définitif qui se construit entièrement autour de 4 couleurs, le blanc, le noir, le rouge et le vert pour les jours où aucune des 3 autres couleurs ne convient. Quand on trouve trace du rose dans la liturgie, ça n'est qu'au XIXe siècle. Il faut attendre le XIXe siècle, et encore pas dans tous les diocèses de la chrétienté romaine, mais dans certains diocèses seulement. Donc c'est vraiment très, très tardif. Et puis, dans un autre système de la couleur qui est l'héraldique, et dont je suis spécialiste, système qui se met en place dans le courant du XIIe siècle, là non plus, pas de traces de rose. En héraldique, on a les 6 couleurs de base, blanc, rouge, noir, vert, jaune, bleu, dès le début, et plus tard, tardivement même, le violet va former un septénaire avec les 6 premières. Un système par 7, c'est toujours plus performant que n'importe quel autre nombre. Tout marche par 7 ou par 12 quand on fait un système dans les sociétés anciennes. Et donc, vers la fin du Moyen-Âge, le violet fait son apparition pour passer symboliquement de 6 à 7, mais restera toujours très très discret dans le blason. Donc, le rose est vraiment, non pas absent, mais très discret dans cette première période qui irait de l'Antiquité grecque jusqu'au cœur du Moyen-Âge. On trouve quelques miettes ici ou là du côté des pigments, du côté des teintures, du côté du lexique. Et puis tout change dans le courant du XIVe siècle. Il suffit de regarder des images, des miniatures ou des vitraux, par exemple, pour s'apercevoir que le rose, qui était si discret, tout d'un coup, assez rapidement, avant et après la grande peste du milieu du XIVe siècle, devient presque envahissant. Il y a une espèce de mode nouvelle des tons roses dans la peinture et dans la teinture, puisqu'on voit énormément de vêtements roses. Ce sont toujours des vêtements princiers, des vêtements appartenant aux classes supérieures de la société. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'un colorant nouveau
dont se servaient les teinturiers parfois, le bois de Brésil, matière chère qu'on importe à la fois des Indes et d'Insulinde, de Sumatra, arrive plus massivement qu'autrefois en Occident, et les teinturiers le traitent d'une manière un peu différente précédemment. Une mordance avec des nouveaux produits qui font que ce rose, qui tenait mal sur l'étoffe à partir d'autres matières colorantes, devient beaucoup plus solide et beaucoup plus lumineux. Ça met cette couleur à la mode sur l'étoffe et sur le vêtement dans les milieux princiers, dans les milieux aristocratiques. Ça plaît beaucoup dès les années 1320-1330 et encore plus à la fin du XIVe siècle. Ça devient vraiment une couleur à la mode et on en trouve trace à la fois dans l'iconographie, mais ça n'est que de la représentation, mais on en trouve trace dans les documents comptables et dans les recueils de recettes que nous avons conservés en très très grand nombre pour la fin du Moyen-Âge. Des recettes destinées aux teinturiers, des recettes destinées aux enlumineurs. C'est un genre en soi, hein, la recette. On a des ouvrages entiers, des traités entiers, des réceptaires où on compile un très grand nombre de recettes qui se recopient toutes, hein, les unes les autres, avec un vocabulaire commun pour les recettes destinées aux peintres, aux enlumineurs, aux teinturiers, mais aussi aux médecins ou aux cuisiniers. C'est le même genre, prend un peu de ceci ou de cela, fait bouillir un certain temps, ajoute un peu d'œuf, laisse macérer, etc. Les proportions et les quantités ne sont jamais indiquées. Ça, c'est une caractéristique des recettes anciennes. C'est un savoir qui devait se transmettre de manière orale. On a toujours des adverbes très très imprécis. Un peu de, un certain temps, comme il convient. Mais il n'y a absolument aucun chiffre. En tout cas, on en a beaucoup, vraiment beaucoup, et on s'aperçoit que dès la fin du XIVe siècle, dans ces réceptaires, le rose trouve sa place, et en général, à partir du mot incarnatus en latin, incarnat en moyen français, carnation en anglais pour le XVIe siècle, et quelques autres mots de la même famille qui évoquent la chair. Incarnado en italien, carnatus en latin, donc ça engendre un certain nombre de mots dans les autres langues. Alors ça plaît beaucoup, à la fois en peinture et en teinture. Un homme comme Jean de Berry, immense collectionneur et mécène, le frère de Charles V, qui est amateur de ce qu'on appellerait nous aujourd'hui l'art contemporain. C'est ça qu'il aime, lui, à la fin du XIVe, début du XVe siècle. Il fait mettre du rose absolument partout. Lui-même, d'après les documents comptables et les inventaires de sa garde-robe, s'habille en rose, distribue des livrets roses à son entourage. Ça semble une couleur extrêmement belle. Ça ne va pas durer aussi intensément. Dans le courant du XVe siècle, ça ne disparaît pas, cette mode du rose, mais ça s'atténue un peu, sauf dans certaines régions, et notamment à Venise. À Venise, à la fin du XVe et surtout dans la première moitié du XVIe siècle, on continue d'aimer le rose, on glorifie le rose. Il faut dire que Venise, c'est la capitale européenne de la couleur, hein, pendant très longtemps, du XIIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. La couleur, c'est d'abord Venise, c'est là qu'arrivent les produits colorants de grand prix qu'on importe d'Orient, et c'est à partir de Venise qu'ils sont redistribués, d'abord vers Nuremberg, puis vers Bruges, puis vers toute l'Europe du Nord, ou alors vers Milan, et puis vers plus à l'ouest, vers la France et vers l'Espagne. Donc c'est un carrefour pour la couleur. C'est aussi une grande ville de peintres, hein, comme vous le savez, et avec de bonheur, dès le milieu du XVe siècle, la différence entre Florence et Venise. Florence, où on donne priorité au dessin sur le coloris, et à Venise, où on donne priorité à la couleur sur le dessin, avec toutes sortes de polémiques qui vont traverser les siècles, qui sont encore d'actualité, je ne sais pas, au XIXe siècle. Pensez
à l'opposition en France entre Ingres, le dessin, et Delacroix, la couleur. Ça vient de très très loin. Donc Venise, c'est une ville de teinture, c'est une ville de peinture, c'est une ville d'imprimerie aussi, de très bonne heure, et on publie de très nombreux ouvrages parlant des couleurs à Venise dans la première moitié du XVIe siècle. Des traités de peinture et de teinture, mais aussi un discours soit symbolique, soit esthétique sur les couleurs, et tous soulignent la même chose: la plus belle des teintes, c'est le rose, l'incarnat, comme on dit, incarnado, incarnatus. Et quand on parle d'association, parce qu'on souligne déjà à Venise, au début du XVIe siècle, qu'une couleur ne prend toute sa beauté que pour autant elle est associée ou opposée à une autre couleur. On souligne que la plus belle association de couleurs qui puisse se faire, en général, c'est le noir avec le blanc, mais il y a encore plus beau, c'est le rose, l'incarnat, avec le vert, qu'on appellerait vert amande, nous, aujourd'hui. Rose et vert amande. Il n'y a rien de plus beau dans la première moitié du XVIe siècle à Venise. On a également des notes données aux grands peintres, aussi bien à Florence qu'à Venise, dans cette époque. Et à Venise, ce qu'on apprécie particulièrement, c'est le rendu à la fois du monde végétal, la couleur verte pour la nature, et là c'est Giorgione qui l'emporte sur tous les autres, et le rendu des chairs, la carnation, comment le peintre rend telle ou telle couleur de peau, et là Titien l'emporte sur tous les autres. Ça va être encore l'opinion du XVIIIe siècle qui va glorifier deux peintres pour le rendu des chairs, un Vénitien, Titien, qui vit longtemps, en plus sa palette évolue, et puis Rubens, qui est aussi un spécialiste des chairs. Mais Rubens, c'est un peu particulier parce que dans l'atelier de Rubens à Anvers, dans la première moitié du XVIIe siècle, il y a 300 personnes qui travaillent. Alors, on a beaucoup de mal à savoir qu'est-ce qui appartient au maître et qu'est-ce qui revient d'autres grands peintres, comme Van Dyck, par exemple, ou d'assistants, d'élèves. En plus, dans l'atelier, c'est un véritable laboratoire. À Anvers, il y a des teinturiers, il y a des professeurs jésuites qui enseignent ceci ou cela, il y a des graveurs de toutes sortes, il y a des maîtres verriers. Bon, c'est passionnant, hein, le monde de Rubens, autour de Rubens à Anvers. En tout cas, donc deux très grands coloristes des chairs, Titien et Rubens. Quand on étudie la seconde moitié du XVIIe siècle, on continue de voir bien sûr des tons roses, des tons carnation, ici ou là. On a toujours quand même des difficultés à nommer cette couleur. On continue de dire incarnat, surtout pour les roses un peu foncées. Pour les roses clairs, on a quelques problèmes. On ne sait pas trop les nommer, ou alors il faut ajouter plusieurs adjectifs pour préciser que c'est un incarnat clair. L'étude des dictionnaires est particulièrement intéressante pour l'historien qui s'intéresse aux couleurs. Et si on prend un dictionnaire du XVIIe siècle, pour la langue française par exemple, on va trouver une entrée à incarnat, un carnadin pour désigner la couleur rose, mais il n'y a pas d'entrée à rose autre que pour la fleur, avec une notice botanique. C'est le cas, par exemple, peut-être du dictionnaire le plus utile pour un historien, celui d'Antoine Furetière, paru posthume en 1690. C'est ce qu'on appellerait, nous, aujourd'hui, un dictionnaire encyclopédique, c'est-à-dire il s'intéresse aux mots et aux choses. C'est d'ailleurs ce que dit la page de titre. En cela, il se différencie d'un certain nombre d'autres dictionnaires qui ne s'intéressent qu'aux mots, comme celui de l'Académie française. Le premier dictionnaire de l'Académie française paraîtra 4 ans après celui de Furetière. Et ni dans l'un ni dans l'autre, il n'y a une entrée rose pour désigner la couleur. C'est trop tôt.
Il faut chercher à incarnat, et à rose, on n'a que ce qui concerne la fleur. Si on attend 50 ans et qu'on ouvre un autre dictionnaire du milieu du XVIIIe siècle, ou bien la grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert, un petit peu plus tard, dans les années 60 du XVIIIe siècle, là, il y a déjà une double entrée à rose. La fleur, bien sûr, et puis une entrée chromatique. C'est même Diderot qui l'a rédigé dans la grande encyclopédie, enfin une partie en tout cas, pour nous dire que c'est un terme de couleur qui peut être adjectif et substantif pour désigner la couleur incarnat. Donc il y a eu, entre la fin du XVIIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle, un enrichissement du lexique et, je vais y revenir, entre-temps, une vogue immense des tons roses à partir des années 1720-1730, pas seulement en France, mais partout en Europe. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette promotion immense du rose au point qu'un nouveau mot la désigne, cette couleur tant appréciée? Le phénomène est un peu complexe, mais en gros, on peut le résumer ainsi. Les horticulteurs et les jardiniers qui se livraient à toutes sortes de combinaisons, de croisements, de greffes, etc., pour enrichir la palette de différentes fleurs, pour la rose, qui était la plus admirée des fleurs, avec le lys et la rose, ce sont les deux vedettes, à la fois pour la couleur et pour le parfum. Mais pour la rose, on ne savait faire, communément en tout cas, que des roses rouges, des roses blanches, les deux roses antiques, puis le Moyen-Âge a ajouté les roses jaunes, quelques variétés avec des demi-tons difficiles à nommer, mais pas de rose rose. Et les horticulteurs vont y parvenir vers la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle. On va se mettre à faire des roses qui ont une couleur qu'on dirait rose aujourd'hui. Et ça semble tellement beau, c'est tellement recherché dans cette première moitié du XVIIIe siècle que la fleur va donner son nom à la couleur. C'est un cas très très intéressant. C'est la fleur qui donne son nom à la couleur, et dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, rose, adjectif de couleur, c'est déjà d'un usage courant en français, et ça va influencer les langues voisines, notamment l'allemand. On va d'abord dire rosarot, rose rouge, et puis rosa tout court, et pareil dans les langues, du côté des langues romanes. Phénomène cousin, si je puis dire, en anglais. Mais là, c'est une autre racine, pink, qui veut dire rose en anglais moderne. À l'origine, c'est le nom de l'œillet. C'est aussi une fleur qui donne son nom à la couleur à la même époque, parce que les jardiniers sont parvenus à faire des variétés d'œillets roses, vraiment roses, totalement roses, ce qui n'était pas le cas précédemment, et pareillement, ça semble tellement beau qu'à peu près à la même époque, ou en tout cas dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la fleur donne son nom à la couleur, ici aussi. Pink œillet devient pink rose, couleur rose. C'est intéressant quand même comme phénomène que des deux côtés de la Manche, ça marche de la même façon, à la même époque, le passage de la botanique au chromatisme en quelque sorte. Alors le XVIIIe siècle, ne nous apprendrait rien, c'est un siècle qui voue un culte d'une part à toutes les couleurs, d'autre part aux roses en particulier. On dit souvent que Madame de Pompadour a beaucoup fait pour mettre ce rose à la mode. C'est exagéré, l'influence de Madame de Pompadour est indéniable dans certains domaines. Elle avait un goût immodéré elle-même pour l'association rose et bleu, mais c'est un peu antérieur à son arrivée à la cour. En tout cas, le rose, en France, mais aussi dans les pays voisins, devient une couleur à la mode dans le vêtement, dans l'ameublement, dans tous les arts décoratifs. À la manufacture de Sèvres, on fait une porcelaine rose associée à ce qu'on appelle un bleu céleste.
Le bleu céleste, c'est pas tellement un bleu ciel, c'est un bleu à la manière chinoise, qui est l'empire céleste. Et c'est un bleu chinois, ce serait la bonne traduction en fait, et plus saturé qu'un bleu ciel. Donc il y a du rose partout, notamment dans le vêtement aristocratique et princier des deux sexes. Là, il y a un phénomène social qui est très intéressant. Au XVIIIe siècle, les classes sociales que nous appellerions, nous, les classes moyennes, ont droit pour la première fois à des couleurs vives, solides, saturées sur l'étoffe, parce que la chimie des colorants fait des progrès. Et donc, on commence à avoir, oui, classe moyenne n'est pas un mot très correct, mais enfin, vous comprenez ce que je voulais dire, donc des rouges vifs, des bleus solides, des verts flamboyants. Et alors, par réaction, l'aristocratie qui, depuis des siècles, portait ces couleurs vives, alors que les autres avaient des couleurs délavées ou des bruns de toutes sortes, se met au ton pastel, au demi-ton, au ton feuille morte, au rose, pour ne pas être confondu, bien sûr, avec les classes moyennes. Quelle abomination! Donc ça marche toujours comme ça, hein, les mouvements de balancier en matière de mode vestimentaire. Donc la haute société se met au demi-ton, dont le rose, et du côté des deux sexes pour se distinguer des classes moyennes. Et on a une vogue du rose du côté des hommes qui va durer jusque vers 1780 après, puis s'atténuer fortement et rapidement par la suite quand le retour à l'antique va mettre sur le devant de la scène une autre palette. Mais pour les femmes, cela va durer, et à l'époque romantique, le rose va devenir une couleur essentiellement féminine du point de vue vestimentaire. Ici, il faut citer un livre qui a fait beaucoup en la matière, un des plus grands succès de librairie de tous les temps, le plus grand succès de librairie du XVIIIe siècle, Les souffrances du jeune Werther de Goethe, 1774. Dans son roman épistolaire, Goethe décrit l'habit de son héros, Werther, un habit bleu avec des culottes jaunes, et la robe de Charlotte, l'héroïne, une robe blanche avec des rubans roses. Et alors ces rubans roses vont avoir des héritiers parce que pendant presque 3 générations, les jeunes gens et les jeunes femmes d'Europe vont s'habiller à la Werther et à la Charlotte, surtout les femmes. Robe blanche, ruban rose, c'est encore à la mode dans les années 1835, un peu partout en Europe, et ça contribue à associer cette teinte rose aux vêtements féminins. Dans la première moitié du XIXe siècle, les hommes ne portent plus de rose, ou très rarement. On est peut-être même allé trop loin dans ce domaine du rose féminin, puisque dans les discours symboliques, dans la littérature, même dans la peinture, ce rose va se déprécier peu à peu. Soit on va en faire cette couleur qui passait pour très belle, tendre, douce, on va en faire une couleur un peu mièvre. Puis, dans la seconde moitié du XIXe siècle, une couleur un peu vulgaire, portée par des dames qu'on appelle les demi-mondaines, voire des professionnels de la galanterie. En effet, c'est dans cette période-là, 1860-1900, que se met en place le rose érotique, le rose associé plus tard à la pornographie. Là, il faut faire un détour par les animaux et par les cochons. Les cochons anciens n'étaient pas roses, n'avaient pas une robe rose ou blanc rosé. Ils avaient une robe noire, grise, brune, tachetée. Et ce sont des croisements avec des cochons d'Asie du Sud-Est qui, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, a modifié la couleur de leur robe. Et ils ont pris ce blanc rosé que nous leur connaissons. En même temps, leur symbolique avait changé. Dans les sociétés anciennes, le cochon a beaucoup de vices, il est sale, il est goinfre, mais il n'est pas sexuel. L'animal sexuel, c'est le chien, et la chienne surtout.
pour l'Antiquité, le Moyen-Âge, ça va de soi. Mais à la fin du Moyen-Âge, les chiens se revalorisent. Alors, il faut les débarrasser de leur vice supposé, symbolique. Et on va déverser sur le porc, qui n'y était absolument pour rien, il avait déjà ses propres vices, celui de libido. Le porc devient luxurieux, le porc se met à faire des cochonneries. Et quand nous disons « vieux cochon, balance ton porc », etc., ça date du début de l'époque moderne. Mais si on était au Moyen-Âge ou chez les Romains, on dirait « balance ton chien », bien sûr. Donc, le cochon étant associé à la sexualité et à la luxure, le rose, sa couleur de robe, si je puis dire, devient aussi une couleur associée à la luxure, et ça va traverser toute la fin du XIXe siècle, avec des créations picturales ou chez les écrivains, et puis perdurer au XXe siècle jusqu'au balai rose, au téléphone rose, etc. Oui, parce qu'entre-temps, s'ouvrait le dossier des fillettes en rose et des bébés garçons en bleu ciel. C'est un petit dossier hein, dans l'histoire de la couleur rose. Je suis toujours un peu horrifié quand je vois qu'on écrit sur l'histoire du rose. On ne parle que de la couleur genrée, le rose féminin. C'est presque rien dans la longue histoire du rose. Pour qu'il y ait cette classification fillette en rose et petit garçon en bleu ciel, il faut qu'il y ait des couleurs grand teint qui tiennent au lavage répété des vêtements des enfants, donc c'est-à-dire des dates assez récentes. Il faut que la machine à laver soit apparue et surtout ce soit diffusé. Donc c'est rare avant 1930 hein, et c'est surtout en Europe en tout cas un phénomène de l'après-guerre et qui ne concerne pas l'ensemble de la société, tant s'en faut. Mais enfin, dans les années récentes, il y a ce prétendu goût des petites filles pour la couleur rose. De fait, quand moi je me promène au moment de Noël dans un grand magasin Horizon des jouets, je vois en effet beaucoup de jouets ou de poupées roses destinées à des petites filles très jeunes. Est-ce que ça leur plaît vraiment ? Je ne saurais pas dire parce que mes deux filles sont beaucoup plus âgées et n'ont jamais aimé cette couleur. En tout cas, c'est de notre temps, c'est indéniable, ce serait stupide de le nier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on s'interroge sur la symbolique de la couleur rose, on a, comme du reste pour toutes les autres couleurs, une symbolique totalement ambivalente. D'un côté, le bon rose, le rose apprécié, douceur, féminité, beauté, tendresse, bonheur, la vie en rose. La chanson de Piaf date de 1945. On dit la vie en rose seulement à partir du milieu du 19e siècle. Avant, on disait plutôt voir la vie en blanc. Ça voulait dire les bons aspects de la vie. Et puis on est passé tardivement du blanc au rose. Donc tout ça, ce sont les bons côtés. Et puis les mauvais côtés, ce sont ceux que j'ai évoqués. Certaines mièvreries, une certaine vulgarité même du rose. Et puis tout ce qui touche autour du commerce charnel, de la sexualité, de l'érotisme. On a les deux versants. Mais c'est typique de toutes les couleurs. Chacune a ses bons et ses mauvais aspects. Plus récemment, il y a dans la création artistique et autres, toute une pink culture qui s'est mise en place dans les années 60, qui s'est développée plus récemment, qui occupe pas mal de terrain chez certains créateurs. On peut évoquer aussi d'ailleurs en amont, d'une part, la poupée Barbie, qui a beaucoup fait comme agent de promotion du rose. C'est intéressant d'ailleurs de voir que le rose Barbie, il est plutôt layette au début, et plus on avance dans le temps, plus il devient violacé, saturé et foncé, en même temps que Barbie, petite fille, devient une femme avec des véritables formes, etc.
Et puis la panthère rose, qui est si sympathique, hein, qui est un animal évidemment hors du commun, cette espèce de félin longiligne avec des membres gigantesques, dont chaque apparition est accompagnée de quelques notes de musique, toujours les mêmes, qui forment un son emblématique qui accompagne la fameuse panthère rose, qui elle aussi est agent de promotion de la couleur. Donc on en est là aujourd'hui. Ce qu'on peut souligner quand même, c'est que quand on interroge les enquêtes d'opinion, quelle est votre couleur préférée? Et on a de telles enquêtes d'opinion depuis la fin du XIXe siècle. Ce qui est fascinant pour l'historien d'ailleurs, c'est que les résultats sont toujours les mêmes. Depuis 150 ans, quand on demande dans la rue, partout en Europe, quelle est votre couleur préférée? Aucun changement, malgré les nouvelles matières, les nouvelles lumières, les changements de société considérables. Ça n'a pas d'impact sur ce type d'enquête. Le bleu écrase tout, bien sûr. Une personne sur deux a le bleu pour couleur préférée en Europe, devant le vert puis le rouge. Et le trio de queue, c'est toujours rose, violet, brun. Et ces résultats sont les mêmes dans tous les pays d'Europe, quelques variantes de pourcentage, mais les mêmes, et surtout les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Il n'y a aucune différence en ce domaine. Il y a des différences selon les classes d'âge, mais pas selon le sexe de la personne interrogée. Mais si on fait ce type d'enquête ailleurs, au Japon, en Afrique noire, même en Amérique du Sud, ça donne des choses tout à fait différentes. C'est propre à l'Europe. Quand on pousse plus loin l'interrogation ou les enquêtes du côté des personnes qui aiment le rose ou qui n'aiment pas le rose, on s'aperçoit qu'il y a un double discours. Il y a celui autour du rose tout seul et celui du rose en association. Et on s'aperçoit que les personnes qui n'aiment pas le rose, qui lui reprochent ceci ou cela, notamment une certaine vulgarité, ça ne concerne que le rose employé isolément. Mais dès qu'il est associé à du vert amande, comme à Venise au XVIe siècle, du bleu ciel, comme au XVIIIe siècle, du gris, du noir, là, ça passe beaucoup mieux. Et le rose prend toute sa valeur et est plus performant quand il est en association ou en petites touches sur une grande surface d'une autre couleur. C'est assez intéressant. Cela dit, il reste quand même absent de nombreux domaines. Aucun drapeau. Il y a 204 pays indépendants qui ont un drapeau aujourd'hui, officiel. Aucun n'a de rose. Absent total du monde des drapeaux. Et sur les terrains de sport, qui sont liés souvent au monde des drapeaux, le rose n'est pas complètement absent, mais il est extrêmement rare. Et en général, il est là depuis des dates assez récentes, notamment à cause de la télévision en couleur. Par exemple, en rugby, en football, dans d'autres sports, quand la télévision en couleur s'est diffusée, les arbitres qui étaient en noir, pour des raisons télévisuelles, ont abandonné le noir pour des couleurs vives, et on voit parfois sur un terrain de rugby, c'est assez étonnant, un arbitre entièrement vêtu de rose ou de jaune, et naturellement, ce faisant, l'arbitre a perdu une grande partie de son autorité. Comment obéir à un arbitre qui est habillé tout en rose? Quand il était en noir, oui, c'était le juge, c'était l'autorité. En rose ou en jaune, c'est plus difficile. Quelquefois aussi, il y a des opérations soit publicitaires, soit pour faire les malins, je ne trouve pas d'autre expression. Par exemple, le premier du Tour d'Italie, le fameux Giro, magnifique course cycliste. Le premier du classement général porte un maillot rose parce que le journal qui organisait le Tour d'Italie, au départ, était imprimé sur un modeste papier rosâtre. Et pour faire comme pour le Tour de France, c'est exactement la même chose. On a habillé le premier de la couleur du papier. En France, c'était le jaune, parce que le journal Lotto était imprimé sur un papier jaune. En Italie, la Gazzetta dello Sport, c'est un papier rose. Et donc, le maillot rose, c'est le premier du classement général, depuis les années 23, je crois.
Plus récemment, l'équipe de rugby du Stade français a changé de maillot à la fin du XXe siècle. Elle jouait traditionnellement aux couleurs de la ville de Paris, le rouge et le bleu, et puis le professionnalisme, de nouveaux sponsors, etc. Donc on a voulu faire les malins, il n'y a pas d'autre expression, et on a vêtu les joueurs de rugby du Stade français d'un maillot rose. Alors ça, on n'avait jamais vu ça sur un terrain de rugby. Et en plus, le sponsor de cette équipe, c'était la firme de téléphonie Orange. Et alors, ces joueurs avaient un magnifique maillot rose avec écrit dans le dos, en grandes lettres, Orange. C'est un objet qui va intriguer les archéologues des temps futurs. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je crois qu'il nous reste quelques minutes pour 2-3 questions éventuelles. Merci à tous. Le temps que la première question se dessine, je vous indique que Michel Pastoureau dédicacera quelques ouvrages sur une petite table juste à la sortie de la salle, petite table repérable à sa nappe bleue. Voilà. Qui souhaite poser une question? Le rose vous intimide? Une question, mais pas sur le rose. Vous nous avez dit que nous ne voyions pas les couleurs des œuvres du temps passé comme les contemporains les voyaient. Et je me demandais, et je pensais à la Vierge au chancelier Rollin, est-ce qu'une belle restauration peut nous donner une idée de ce que voyaient les contemporains des couleurs, des œuvres faites? C'est un sujet qui occasionne des polémiques de toutes sortes, comme vous le savez, restaurer, pas restaurer, restaurer jusqu'où, remettre un tableau dans son état premier ou dans un état ultérieur, c'est toujours des questions absolument insolubles, si je puis dire. Souvent, nous allons à l'encontre de la volonté des peintres. Je prends l'exemple de Titien. Titien a vécu très longtemps. On a pas mal de correspondances du Titien et il parle des couleurs quelquefois. Et à le lire, on comprend que Titien, donc dans la première moitié du XVIe siècle, à Venise, a tout à fait conscience que ces pigments vont évoluer, que ces couleurs vont se transformer. Et donc, il agit en conséquence. Il prévoit à l'avance ce que le pigment va devenir quelques années après sa mort, voire plus lointainement. Donc, si nous faisons l'effort, avec nos moyens modernes, en laboratoire, de remettre tel ou tel tableau du Titien dans son état premier, nous allons à l'encontre de ce que voulait Titien. Ce n'était pas du tout l'état premier qu'il voulait pour la postérité, mais un état X qu'il avait prévu à l'avance. Donc ça pose des problèmes comme cela insolubles. Pour l'art contemporain, quand l'artiste est encore vivant, on voit les polémiques. Si on restaure une œuvre d'art ou même une peinture d'un artiste qui est encore vivant, tantôt il va être furieux parce qu'on a restauré, trop restauré, pas comme il voulait, ou il aurait préféré qu'on ne restaure pas. Ou au contraire, il va se scandaliser que tel musée conserve et ne restaure pas une œuvre qui s'abîme, une sculpture par exemple. Donc ce sont des problèmes sans fin. Mais nous, en tant que spectateurs ou historiens, d'abord il faut accepter l'idée que l'on voit les couleurs que les siècles passés nous ont laissées, non pas dans leur état d'origine, mais tel que le temps les a transformées, quelles que soient ces couleurs, sur toutes sortes de supports, et de l'autre, à l'intérieur, dans des conditions d'éclairage qui n'ont aucun rapport avec les conditions d'éclairage qu'ont connues les sociétés qui ont vécu avant l'apparition de l'électricité. Donc nous ne pourrons jamais voir un tableau comme nos ancêtres. Tous les éclairages, depuis le Paléolithique jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à la fin du XIXe siècle, sont produits par des flammes. Depuis la torche, la chandelle, le cierge, la bougie, le gaz, c'est-à-dire des lumières qui bougent et qui font bouger les formes et les couleurs. La couleur, ça bouge, Aristote le dit déjà.
la sensibilité aux couleurs s'appuie là-dessus, hein, qu'on soit au Moyen-Âge ou au XVIIe siècle. Nous, avec le couleur électrique, sinon dès le début, mais rapidement, c'est beaucoup plus stable. En outre, on sait éclairer dans un musée une très grande surface de manière uniforme, hein, qu'il s'agisse d'un panneau peint, d'une grande tapisserie, de quoi que ce soit d'un peu gigantesque. Dans les sociétés anciennes, on ne sait jamais faire ça. Donc il y a toujours, devant un grand tableau, une partie qui est bien éclairée et une autre qui est plus ou moins dans l'ombre. C'est toujours comme ça. Alors on y voit des jeux de clair-obscur, mais c'est plus compliqué que ça, parce que le regard du spectateur, bien sûr, contribue aussi à faire le tableau de ce point de vue-là. Donc voilà, quel que soit l'exemple que l'on prend, il y a toujours un écart, il faut l'accepter, ça n'empêche pas de disserter, de faire des remarques sur la peinture, mais nous ne pouvons pas voir ni comme le peintre qui a réalisé le tableau, ni les premiers publics et les publics successifs jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire un problème très important en histoire de l'art. Je me souviens que en 2004, mes collègues et amis du Louvre avaient organisé une grande exposition qui commémorait une autre exposition qui avait eu lieu en 1904. Ça s'appelait Les Primitifs français. C'était une exposition un peu nationaliste en 1904 qui avait eu beaucoup de succès. Elle avait lieu au Louvre et à la Bibliothèque nationale. Et pas naïvement, moi j'avais demandé à mes amis, mais est-ce qu'en 1904, les salles du Louvre étaient déjà éclairées à l'électricité ou pas? Personne ne s'était posé cette question, qui est absolument essentielle. Et il a fallu faire des recherches pour pouvoir répondre à cette question. Et la réponse a été oui. C'était l'époque où il y avait plusieurs centraux électriques dans Paris, et une partie du Louvre était déjà éclairée à l'électricité et l'autre non. Mais les salles ouvertes au public, c'était déjà l'électricité depuis 7 ou 8 ans. C'est une question essentielle pour cette période qu'il faut se poser. Électricité ou pas électricité? Alors, une autre question. Est-ce qu'on peut identifier les circonstances et la période de l'apparition du rose, disons, couleur homosexuelle pour les hommes? Avec une datation précise, non. Mais quand le rose commence à être critiqué dans la seconde moitié du XIXe siècle, spécialement dans la littérature, qu'on lui reproche sa mièvrerie ou sa vulgarité, et que les hommes ne portent plus de rose depuis assez longtemps, par caricature, par dérision, on peut avoir, dans tel ou tel roman, un homme qui va porter quelque chose de rose ou des rubans roses, comme la Charlotte de Goethe. Donc ça semble émerger par là, comme d'autres formes de sectarisme et de rejet. Et puis ça s'amplifie dans le courant du XXe siècle, et le triangle rose imposé par les nazis aux homosexuels masculins, c'est 1935-36 le début, avec pas mal de documents qui nous le montrent, quel est l'insigne, qui varie un peu de forme et de couleur, mais enfin c'est toujours cette idée-là. Donc je dirais fin 19e, oui, mais ça devient systématique uniquement chez les nazis. Quand Homère décrit l'aurore aux doigts de rose, est-ce une mauvaise traduction? Oui, bien sûr. Traduire les termes de couleur dans les langues anciennes, même dans les langues modernes, mais dans les langues anciennes, c'est extrêmement difficile parce que nous avons tendance toujours à mettre des termes de coloration là où le grec et le latin emploient des termes soit de luminosité, soit de saturation, de densité. Donc Homère, naturellement, il emploie en fait très peu de termes de coloration. Il emploie des termes d'intensité, de luminosité, de variation. La Bible, c'est pareil. Hein. La Bible, c'est un texte complètement mouvant. Et entre les premières versions en grec, en araméen ou en hébreu et le latin,
il y a déjà davantage de termes de couleur en latin, puis le passage du latin aux langues vernaculaires modernes, ça en rajoute une couche. Par exemple, là où l'araméen dit, je ne sais pas moi, une belle couleur ou une couleur riche, ça va donner purpureus en latin, et puis pourpre ou vermeil en français moderne, voire cramoisi quelquefois. En latin classique, viridis, que n'importe quel étudiant va traduire par vert. En effet, c'est un terme normal pour dire vert. Ça dit beaucoup plus souvent sombre que vert. Donc voilà, donc toujours de très grandes difficultés pour traduire les termes de couleur dans les langues qui aujourd'hui sont mortes vers des langues vivantes. Mais même si je traduis simplement du français vers l'anglais ou de l'anglais vers l'allemand, on n'a jamais une traduction absolument exacte. Je prends toujours le même exemple, j'ai peut-être pris devant vous l'année dernière, ou il y a 2 ans. Bleu, si je dis bleu en français, ça sonne liquide. Si je dis blue en anglais, c'est déjà plus liquide. Et si je dis blau en allemand, c'est encore plus liquide. Donc, en traduisant bleu à chaque fois par le mot qui veut dire bleu, c'est correct. Mais je perds une connotation de liquidité en passant d'une langue à l'autre. Et c'est toujours comme ça, non seulement avec les termes de couleur, mais avec bien d'autres adjectifs, mais particulièrement avec les termes de couleur. Bien, je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Voilà, merci. Merci à tout le monde.